La généalogie, c'est une activité qui consiste à retracer l'histoire familiale au travers d'un arbre généalogique où on va retrouver l'ensemble de ses ascendants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Éventuellement, si on a envie de pousser un peu plus loin, l'ensemble de l'arbre familial avec les oncles, les tantes, les cousins, les descendances. La généalogie, ça sert à replacer l'individu dans une chaîne héréditaire de descendance. Alors, d'un point de vue politique, par exemple, dans l'histoire ancienne, ça permettait à un individu de se recaser dans l'histoire de ses ancêtres, empereurs ou rois. Euh, il y a quelques dizaines d'années, c'était plutôt dans le cadre de la validation de la possession d'un certain nombre de biens. C'est moi qui vais hériter de la maison, c'est moi qui vais hériter de l'entreprise. Aujourd'hui, on est plus sur une recherche identitaire. D'où est-ce que je viens? D'où vient ma famille? À la croisée de plusieurs populations, après de multiples vagues d'immigration, les gens se posent des questions sur leur héritage, leur patrimoine à la fois génétique, historique et culturel. Je parle de généalogie 2.0 en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années lorsqu'on a introduit le web 2.0. À l'époque, il y avait un consultant organisateur d'événements qui s'appelle Tim O'Reilly, qui avait écrit un article fondateur où il comparait la première génération de sites web avec la génération de sites web qui était en train d'envahir le web, avec des changements de paradigme profonds comme la plateformisation, comme les modes collaboratifs, qui correspondent finalement au web qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de vivre à peu près le même mouvement avec la généalogie, c'est-à-dire que les modes d'action des généalogistes du passé, le vieux généalogiste qu'on imagine plongé dans ses archives papier, dans une mairie ou dans une paroisse, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir généalogiste amateur, en s'équipant d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. On peut construire son arbre avec des logiciels en ligne, de vraies plateformes comme MyHeritage. On peut utiliser des archives en ligne. La plupart, des États proposent, l'accès aux archives nationales avec un certain horizon sur le temps. Et puis, on peut également faire son test ADN, son séquençage ADN et retrouver, ses lointains cousins en ligne. Les gens se retrouvent à se poser des questions à un moment donné de leur vie. En général, ça correspond avec, le départ d'un proche. Pour moi, pour mon cas personnel, ça a été le départ d'un de mes grands-parents, où je me suis, retrouvé avec des dizaines et des dizaines de cousins, que je ne connaissais pas, qui vivaient à l'étranger. J'ai voulu figer ça dans un arbre généalogique et bien, tout le monde, un jour ou l'autre, va se poser la question, qui est ma famille? D'où viennent-ils? Que faisaient-ils avant? Quel est leur patrimoine culturel? Comment je peux faire honneur à mes ancêtres? Comment je peux replacer, ma propre descendance par rapport à une filiation, sur des dizaines d'années? Toutes choses qui sont aujourd'hui rendues de plus en plus faciles et simples avec les outils informatiques en ligne. Ce livre ne s'adresse pas, aux généalogistes avertis, à ceux qui ont déjà plusieurs années d'expérience, mais plutôt à celles et ceux qui se lancent, qui démarrent dans la généalogie, comme j'ai fait moi-même il y a une trentaine d'années. Pour des raisons très simples, c'est que, depuis le temps que je travaille sur différents arbres généalogiques que j'assemble comme un loisir personnel, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas du tout comment s'y prendre, ne serait-ce que pour créer un arbre généalogique qui ressemble à un véritable arbre généalogique. Alors j'en ai vu, des belles et des pas mûres. J'ai vu des gens qui mettaient les parents à la place des enfants, j'ai vu des arbres généalogiques qui ont dupliqué, ont tripliqué, enfin ont trouvé, la même personne à plusieurs endroits différents. J'ai vu des arbres généalogiques avec des dates complètement abracadabrantes. Donc je suis là, avec ce livre, de Généalogie 2.0 pour apprendre aux gens à faire le premier pas en généalogie. Et puis, ben, les choses allant de soi, eh bien, une fois qu'on a fait ses premiers pas, on a envie d'aller plus loin. Et je guide ces nouveaux utilisateurs dans l'utilisation des bases de données, des archives en ligne. C'est très simple, une fois qu'on a compris le mécanisme, encore faut-il avoir été guidé pour ne pas commettre les erreurs les plus courantes. Et puis, j'aide également, ces généalogistes, en herbe à utiliser, les informations que fournissent les technologies comme le séquençage ADN, qui sont extrêmement puissantes, mais qui sont parfois difficiles à interpréter. Donc je les aide à ne pas commettre, les erreurs de débutants qu'on a tous commis un jour. Historiquement, on peut très bien faire un arbre généalogique avec, des feuilles de papier et un crayon. S'il s'agit de remonter juste, au niveau des parents, des grands-parents, ça tient sur une feuille A4. Si on veut remonter 4, 5 générations, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Si on veut rajouter des informations comme les dates et les lieux de naissance, ben, on va devoir écrire tout petit. Donc à un moment donné, il faut passer à un outil qui offre, des possibilités, beaucoup plus vastes pour gérer des arbres d'une certaine taille. Et cet outil-là, c'est le logiciel. Alors historiquement, les premiers logiciels de généalogie étaient des logiciels qu'on installait sur son poste de travail.
Ils existent encore, hein, c'est loin d'avoir, disparu, ce qui permet de garder un arbre généalogique fermé sur son propre ordinateur. Mais on a vu depuis une vingtaine d'années apparaître des logiciels en ligne, en mode SaaS, qui permettent de faire de la généalogie en mode collaboratif. Je crée mon arbre généalogique, je monte à la troisième, quatrième, cinquième génération, et là, le logiciel me dit: «Oh Hervé, on s'est rendu compte que ton arrière-arrière-grand-père a été déclaré dans un autre arbre généalogique qui provient sans doute d'un cousin éloigné. Veux-tu rentrer en contact? Veux-tu faire un match entre ces 2 personnes?» Et là, on accède à une dimension, bien supérieure à celle à laquelle on accédait en faisant de la généalogie tout seul sur son ordinateur. Télécharger un logiciel pour faire de la généalogie, cela permet de faire de la généalogie en mode, protégé, secure. Les données qu'on va utiliser, a priori, ne vont pas être exportées ailleurs, ne vont pas être partagées. Utiliser un logiciel en SaaS, c'est s'offrir des possibilités offertes par le mode collaboratif, du SaaS. C'est aussi, se permettre, l'accès à des fonctionnalités un peu plus évoluées, comme par exemple le match avec des bases de données en ligne. Je pense particulièrement à MyHeritage qui permet de faire, de la synchronisation d'arbres avec des données provenant par exemple, des répertoires des décès, fournis par l'INSEE, de la base de données, des fraudes aux États-Unis ou, de la base de données des cimetières, sur les champs de bataille américains. Ce sont des choses en général, on n'a pas sur un logiciel installé sur un poste de travail et que la plupart des logiciels en ligne, permettent. La plupart des logiciels, de généalogie, qu'on les installe sur un PC ou en SaaS, proposent un mode gratuit, limité à des arbres de petite taille, 30-50 personnes. Donc on peut très bien se faire la main avec un logiciel en mode gratuit. Néanmoins, dès qu'on voudra utiliser des fonctionnalités un peu évoluées ou étendre la taille de l'arbre, il faudra passer à un mode payant. Hem, c'est en général pas très, très cher. Lorsque c'est un logiciel installé sur son ordinateur, ça revient le coût de la licence revient à 30 à 50 € et ce sont des licences, à vie jusqu'à la prochaine, migration de version. Si ce sont des logiciels en ligne, en revanche, c'est un abonnement annuel. Alors c'est, quelques dizaines d'euros. Lorsqu'on utilise le mode full fonctionnalité, de MyHeritage, ça revient, je crois, de l'ordre de 140 €. Pour ceux qui font un travail de généalogie extrêmement pointu, le jeu en vaut la chandelle. Pour migrer ces données d'un logiciel vers un autre, comme dans tous les secteurs, on passe par un format d'échange neutre, un format de fichier neutre, qui, dans l'univers de la généalogie, s'appelle le format GEDCOM. Ce format a été élaboré par les Mormons, alors les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, si on veut être précis, qui est une communauté qui vit principalement dans l'Utah, aux États-Unis, dont la capitale est Salt Lake City. Ce sont des gens dont la pratique religieuse, implique, un certain nombre de commandements vis-à-vis de ses ancêtres. Il faut, rappeler, leur passé, «les honorer» entre guillemets, enfin, on n'oublie pas son passé, au contraire, on doit recoller à son passé et donc ils ont lancé une très, très vaste campagne de compilation, de données provenant de bases de données, nationales, un peu partout dans le monde. Ils ont notamment passé des accords, avec, l'INSEE pour avoir, les données, provenant des actes de décès, en France et ils disposent aujourd'hui d'un outil, assez étonnant qui s'appelle Family Search, qui permet d'aller rechercher sur la base d'un nom de famille, ses ancêtres ou les gens qui portent, le même nom. Le format GEDCOM donc a été construit, de manière à ce qu'on puisse changer de logiciel sans avoir besoin à retaper et ressaisir complètement son arbre généalogique. Il y a un certain nombre de rumeurs et de légendes autour des Mormons qui posséderaient, énormément d'informations sur nous, collectées, et rassemblées dans des bases ultra secrètes qui leur permettraient éventuellement de nous manipuler. Il faut rétablir la vérité. Le travail qui est effectué par, les Mormons est un travail qui sert l'humanité. Ils font un travail d'archiviste que certains États ont eu peut-être du mal à lancer, par le passé. Ils ont collecté et préservé des millions, de données archivées qui sont stockées dans un coffre-fort qui est sécurisé pour préserver, la qualité des documents, des microfilms, dont ils disposent. Ils ont lancé tout ce projet, gigantesque de migration de données, en format numérique pour que tout le monde puisse y accéder. En réalité, le travail qu'ils font est un travail au service de l'humanité. C'est pas un travail qu'ils font pour servir des intérêts, opaques. Donc il faut plutôt repenser les Mormons comme des gens qui
ont modernisé la généalogie et ont permis de passer à la vitesse supérieure. Et puis surtout, éviter de confondre les Mormons et les Amish, c'est pas du tout la même chose. Depuis quelques années, une technologie est en train de révolutionner la généalogie, c'est la technique du séquençage ADN. Nous autres, de l'espèce humaine, nous avons à peu près, tous le même ADN. Cette part d'ADN qui nous différencie, c'est celle qui, permet d'encoder, un certain nombre de caractères héréditaires. La couleur des yeux, la capacité à plus ou moins assimiler, certaines enzymes, lactase par exemple. Cet ADN, on l'hérite de ses parents par, un procédé que je détaille, dans le livre, mais qui est suffisamment connu en fait, hein. L'ADN, c'est 23 paires de chromosomes. On hérite, chacun, pour chacune des paires d'une partie du chromosome, de son père, une partie du chromosome de la mère, à hauteur de 50 des 2, et donc ça s'en mêle, ça se remet en place. C'est un truc magique, fabuleux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, on se retrouve tous à avoir 50 de son père, 50 de sa mère en patrimoine, donc 25 des grands-parents, 12,5 des arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on est sur, une division par 2 à chaque fois qu'on saute de génération. Même chose avec les enfants. Nos enfants ont 50 de notre patrimoine génétique, nos petits-enfants ont 25 de notre patrimoine, et cetera. Alors, si on monte et on descend le long d'un arbre généalogique, on se rend compte qu'on peut très facilement retrouver des cousins, des petits cousins, des arrière-petits cousins, simplement en comparant la part d'ADN codant que nous avons en commun. C'était la démarche qui a été mise en place par des sociétés comme 23andMe ou MyHeritage, qui permettent pour, quelques dizaines d'euros de se procurer un kit de séquençage ADN. Alors c'est très simple, hein, on ne va pas faire de prise de sang, on ne va pas arracher un cheveu, c'est un petit coton-tige qu'on glisse à l'intérieur de sa bouche pour prélever un peu de salive. On rentre ça dans une petite bouteille, on l'expédie, au laboratoire, et puis, 3 ou 4 semaines après, on a un compte rendu qui nous explique grosso modo, l'origine, du fragment de population auquel on appartient. Est-ce qu'on vient plutôt d'un groupe indo-européen, d'Afrique du Nord, sud-asiatique? Et puis qui, si on le souhaite, et uniquement si on le souhaite, hein, on peut très bien préserver, son identité et ne pas partager l'ADN avec le reste de la population. Donc si on le souhaite, je précise, va comparer, ce fragment d'ADN codant avec la base de données d'autres personnes qui ont décidé de le comparer. Et donc ça vous permet de voir si vous retrouvez des gens qui ont 2 3 6 d'ADN en commun, que vous ne connaissez pas, mais qui sont finalement des cousins, éloignés, de lointains cousins qui habitent, sur un autre continent ou qui sont perdus de vue. Utiliser l'ADN, c'est un mécanisme, qui relève un peu de la magie. Les généalogistes, du siècle dernier auraient probablement rêvé d'utiliser ce type de technologie. C'est effectivement magique, c'est génial, mais il y a un certain nombre de risques, qu'on va essayer de passer en revue, qui sont relativement simples, vous allez très rapidement, comprendre. Premier risque, ben, c'est un risque, familial. C'est que le lointain cousin, dont vous n'avez jamais entendu parler, peut-être qu'il y a des histoires cachées dans la famille, peut-être que, s'ils sont si éloignés, c'est qu'on les a éloignés à un moment donné. Vouloir, recréer du lien avec des gens finalement qui se sont fâchés il y a 2 ou 3 générations, ça vous risque des périls. Vous ne connaissez rien de ces gens et vous ne savez pas avec qui vous allez rentrer en contact. Vous risquez également de vous retrouver avec partie de la famille, dont vous ignorez l'existence parce qu'il y a eu un petit pas de côté, disons, d'un de vos ancêtres. Alors rien de très grave, mais ça peut créer des situations un peu plus troubles au sein de la cellule familiale. Et puis il y a des risques qui sont des risques beaucoup plus sérieux. Hem, le premier, c'est, une interdiction en fait de procéder à son séquençage ADN dans un certain nombre de pays, notamment en France. C'est une activité qui est passible d'une amende, je crois, de 3 750 €. Alors il y a très peu de personnes, qui, ont été prises en flagrant délit, qui ont dû payer cette amende, mais ça a rendu de plus en plus difficile l'obtention des kits de séquençage ADN. Le deuxième risque, que je mettrai en évidence et qui est un risque beaucoup plus sérieux que celui-là, c'est le fait que, les sociétés comme MyHeritage ou 23andMe ne sont pas des sociétés françaises, et donc en acquérant un patrimoine génétique en provenance de certaines populations, de France, d'autres pays, ils sont en train d'établir, finalement une sorte de cartographie,
de l'ensemble des données ADN des personnes vivant dans ce pays. Avec les progrès, du génie génétique, on pourrait imaginer qu'un jour, ces informations-là tombent aux mains, de puissances malfaisantes ou d'individus malfaisants qui auraient envie de mettre au point, je ne sais pas moi, un virus qui ne s'attaquerait qu'aux porteurs de telle ou telle caractéristique, de l'ADN, tel ou tel gène. Alors, ça peut paraître, de la science-fiction. Souvenez-vous que le séquençage ADN, il y a 20-25 ans, pour beaucoup de gens, c'était de la science-fiction. C'était quelque chose qu'on serait incapable de réaliser dans un temps humain. Aujourd'hui, ça prend, quelques minutes en réalité. Puis le dernier risque, c'est qu'en réalité, ces gens-là vous présentent, enfin les 23andMe et autres, vous présentent le fait de stocker l'ADN comme une activité hyper sécure. En réalité, il y a déjà eu, des des failles dans leur système de sécurité et il y a eu un hack des données de 23andMe il y a quelques années. Il y a un dernier risque, c'est qu'en identifiant des parts importantes de la population via un certain nombre d'individus, mais en remontant, leur ascendance, on pourrait très bien identifier, des portions de population, avec, un certain type de gène ou appartenant à une certaine, ethnicité qui permettra ensuite, eh bien, dans un cadre, plus dictatorial et moins démocratique, de mener un certain nombre d'actions qui viseraient ces individus-là. Vous voyez, l'ADN permet de faire des choses remarquables en termes de généalogie, mais nous fait rentrer, dans une ère où beaucoup de choses, pas très jolies pourraient avoir lieu. Ce qu'on vient de dire concernant l'ADN concerne en fait, tout le champ d'activité lorsqu'on fait son arbre généalogique, lorsqu'on se lance dans la généalogie, heu, lorsqu'on utilise bien entendu des logiciels collaboratifs. Les données que l'on va manipuler sont des données d'ordre privé. Il est donc conseillé de ne pas fournir, plus d'informations que nécessaire et de bien comprendre les mécanismes de sécurité liés à ces logiciels. On évitera par exemple, de mettre en dur les adresses des gens à l'intérieur du logiciel de généalogie. Ça paraît simple, mais en fait beaucoup de gens l'oublient et on se retrouve, à accéder à l'adresse, physique, réelle de personnes, qui ne souhaiteraient probablement pas, que leur adresse soit diffusée. C'est relativement courant de retrouver des photos, plus ou moins récentes. Alors retrouver des photos des ancêtres, pourquoi pas? Retrouver des photos, de personnes en vie, peut-être qu'il faut leur demander leur avis avant de les diffuser. Et puis bien entendu, les données concernant, l'ADN vous concernent vous, mais concernent également toute votre famille. À partir du moment où vous offrez un accès à votre ADN, à des logiciels ou à des individus, vous offrez le même accès à l'ADN, une partie de l'ADN d'un tas d'individus, vos proches et votre famille plus lointaine. Gardez ça en tête, ça peut, inciter des gens à faire des choses qui ne sont pas forcément dans l'intérêt, des personnes que vous voudriez protéger. On a vu ensemble que la généalogie était une activité, passionnante qui était en train de traverser une révolution, qu'elle offre aujourd'hui des possibilités extrêmement vastes, mais sur lesquelles il faut, s'avancer avec précaution. Je veux garder un regard optimiste sur la généalogie, c'est qu'elle nous permet finalement, au travers de nos recherches, au travers, de cette activité très simple qui consiste à recréer un arbre personnel, de se rendre compte que finalement, l'individu n'est en réalité que le fruit du croisement d'un tas de personnes dont on a oublié l'existence, d'un tas de personnes provenant de milieux, de populations très variées et nous rappelle à chaque instant que nous sommes tous les membres d'une seule et même grande famille qu'on appelle l'humanité.